Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Donc, on continue le chapitre de l'analyse du besoin du fonds de roulement et des dépenses d'investissement. Et on a présenté les ratios de rotation du BFR et on va maintenant attaquer les limites, on va voir les limites de l'analyse des ratios. Les ratios de rotation ont leurs limites. Ils peuvent être complètement trompeurs si l'activité de l'entreprise est saisonnière. Dans ce cas, les chiffres calculés ne seront pas pertinents. Pour prendre un exemple extrême, imaginez une entreprise qui réalise tous ses services en un seul mois. S'il accorde des délais de paiement d'un mois, son nombre de jours de créance à la fin du mois sera de 360. Il ne détaille pas, sauf information plus détaillée, la rotation des composants de chaque élément d'actif ou de passif liés au cycle d'exploitation. Par exemple, les créances peuvent inclure les créances sur le client, des clients du secteur privé, des clients internationaux et des organismes gouvernementaux. Ces trois catégories peuvent avoir des périodes de collecte très différentes. Les organismes gouvernementaux, par exemple, sont connus pour payer en retard. Vous devez vous demander quel degré de précision vous souhaitez atteindre dans votre analyse de l'entreprise. Si une idée générale suffit, vous pourriez vous contenter des ratios moyens, tels que calculés ci-dessus, après avoir vérifié que l'activité n'est pas trop saisonnière. S'il est saisonnier, les données disponibles se rapportent au même moment de l'année. Si tel est le cas, nous vous conseillons d'exprimer les ratios en pourcentage créance-vente, ce qui n'implique pas de lien direct avec les conditions réelles de paiement. Si vous avez besoin d'une analyse plus détaillée, vous devez examiner les volumes d'activité réelle de la période précédente immédiatement la date du relevé. Dans ce cas, le chiffre des ventes quotidiennes ne sera pas les ventes annuelles divisées par 360, mais les ventes du dernier trimestre divisées par 90, les 2 derniers mois divisés par 60, etc. Si vous devez réaliser un audit approfondi des encours au bilan, les moyennes ne suffisent pas. Vous devez comparer les encours avec les opérations qui les ont engendrées. Lecture entre les lignes du besoin en fonds de roulement. L'évaluation du besoin en fonds de roulement est une partie importante du travail d'analyste financier car le financement du cycle d'exploitation des entreprises se fait de nos jours par les délais accordés aux clients, les délais reçus des fournisseurs, croissance de l'entreprise. En principe, le ratio besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires annuel devrait rester stable. La croissance du volume d'affaires entraîne une augmentation du BFR. Cette augmentation apparaît implicitement ou explicitement dans le tableau de flux de trésorerie et représente un besoin supplémentaire qu'un business plan doit prendre en compte. On pourrait être tenté de penser que le besoin en fonds de roulement n'augmente pas aussi vite que le chiffre d'affaires car certains éléments, comme le nouveau minimum des stocks, ne sont pas forcément proportionnels au niveau du volume d'affaires. L'expérience montre cependant que la croissance entraîne très souvent une forte augmentation, parfois mal maîtrisée, du besoin en fonds de roulement au moins proportionnel à la croissance du volume des ventes de l'entreprise. Récession. En analysant le besoin en fonds de roulement d'une entreprise confrontée à une baisse brutale de ses ventes, on constate qu'elle réagit par étapes. Au départ, l'entreprise n'ajuste pas ses niveaux de production. Au lieu de cela, elle essaie d'autres moyens pour consolider les ventes. La récession entraîne également des difficultés à contrôler les comptes clients, car les clients commencent à avoir des difficultés financières et étalent leur paiement dans le temps. La situation de trésorerie de l'entreprise se dégrade et celle-ci a du mal à honorer ses obligations commerciales. Elle obtient donc des conditions de paiement plus favorables de la part de ses fournisseurs. À l'issue de cette première phase, le besoin en fonds de roulement, l'équilibre entre les différents postes affectés par des forces divergentes se stabilise à un niveau supérieur.
Dans la deuxième phase, l'entreprise commence à adopter des mesures pour ajuster son cycle d'exploitation à son nouveau niveau de vente. Il réduit la production, réduit les stocks de matières premières et amène les conditions de paiement des clients à des niveaux normaux. En limitant les achats, les comptes fournisseurs diminuent également. Ces mesures salutaires à court terme ont pour effet paradoxal de gonfler le besoin en fonds de roulement car certains postes restent obstinément élevés alors que les comptes fournisseurs diminuent. En conséquence, l'entreprise produit et vend en dessous de sa capacité, ce qui entraîne une augmentation des coûts unitaires et une détérioration du résultat net. Enfin, dans la troisième phase, l'entreprise retrouve des bases saines. Les ventes dépassent la production, le plafonnement des achats a stabilisé les stocks de matières premières. Lorsque les achats reviennent à leur niveau normal, l'entreprise bénéficie à nouveau d'un nouveau niveau normal de crédit fournisseur. Dans ce contexte, le besoin en fonds de roulement se stabilise à un niveau bas, encore une fois proportionnel au chiffre d'affaires, mais seulement après une crise qui peut durer jusqu'à un an. Il est important de reconnaître que toute stratégie de contraction, quelle que soit la méthode choisie, nécessite une certaine période d'adaptation psychologique. La direction doit être convaincue que l'entreprise passe d'une période d'expansion à une période de récession. Ce changement psychologique peut prendre plusieurs semaines, mais une fois accompli, l'entreprise peut diminuer les achats, ajuster la production en vente réelle, réduire le crédit fournisseur que l'entreprise avait tenté de maximiser. Bien sûr, cela ralentit la réduction du besoin en fonds de roulement. Nous avons rarement vu une entreprise prendre moins de 9 mois pour réduire significativement son besoin en fonds de roulement et améliorer son résultat net, à moins qu'elle ne liquide ses stocks à des prix bradés. En période de récession, le besoin en fonds de roulement a une tendance paradoxale à croître. Puis, malgré les mesures de restructuration, il ne bouge toujours pas. Ce n'est que vers la fin de la récession que le besoin en fonds de roulement diminue et que l'entreprise retrouve un répit. Stratégie d'intégration de la chaîne de valeur. Les entreprises qui se développent verticalement en acquérant des fournisseurs ou des distributeurs allègent leur cycle de production. Ce faisant, ils augmentent leur valeur ajoutée. Mais ce même processus augmente également leurs besoins en fonds de roulement car la valeur ajoutée accrue est intégrée dans les différents postes qui composent le besoin en fonds de roulement, notamment les créances et les stocks de produits finis. À l'inverse, les dettes fournisseurs reflètent des achats effectués plus en amont et contiennent donc moins de valeur ajoutée. Ils deviennent donc proportionnellement plus faibles. Besoin en fonds de roulement négatif. Les cycles de fonctionnement des entreprises dont le besoin en fonds de roulement est négatif sont tels que grâce à un décalage temporel favorable, elles collectent des fonds avant de décaisser certains paiements. Il existe deux scénarios de base. Le crédit fournisseur est bien supérieur à la rotation des stocks, alors que dans le même temps, les clients paient rapidement, parfois en espèces, distribution alimentaire, e-commerce, autoroutes, entreprises à cycle de production très court, comme les journaux ou les boulangers, entreprises dont les fournisseurs sont dans une position de faiblesse, tels imprimeurs ou transporteurs confrontés à une concurrence féroce par exemple, qui sont contraints d'offrir des délais de paiement démesurément lents à leurs clients. Les clients paient d'avance. C'est le cas des entreprises qui travaillent sur des contrats militaires, des entreprises de restauration collective, des entreprises qui vendent des abonnements. Néanmoins, ces entreprises sont parfois tenues de bloquer leur trésorerie excédentaire tant que le client n'a pas encore consommé la somme correspondante. Dans ce cas, un besoin en fonds de roulement négatif offre un moyen de gagner un revenu d'investissement important plutôt que de présenter une source de financement pouvant être librement utilisée par l'entreprise pour financer ses opérations. Un besoin en fonds de roulement faible ou négatif est une aubaine pour une entreprise qui cherche à se développer sans recourir à des capitaux externes. Les entreprises performantes, notamment dans la grande distribution, bénéficient toutes d'un besoin en fonds de roulement faible ou négatif. En d'autres termes,
Certaines entreprises sont habiles à utiliser les crédits inter-entreprises à leur meilleur avantage. La présence d'un besoin de fondement négatif peut cependant conduire à des erreurs de gestion. On a vu un jour un groupe industriel qui répugnait à vendre une division déficitaire parce qu'elle avait un besoin de fondement négatif. Vendre la division aurait renforcé la rentabilité du groupe, mais aurait également créé un sérieux problème de gestion de trésorerie, car le besoin de fondement négatif de la division non rentable finançait le besoin de fondement des divisions rentables. La myopie a aveuglé l'entreprise, surtout, sauf sur le problème de gestion de trésorerie qu'elle aurait eu immédiatement après la cession. Les pertes récurrentes ont été ignorées. Nous avons vu des entreprises avec un besoin en fondement négatif perdant de l'argent au niveau opérationnel, qui ont pu survivre grâce à une forte croissance des ventes. Par conséquent, les entrées générées par un besoin de fondement de plus en plus négatif avec la croissance des revenus leur ont permis de payer le déficit d'exploitation. Le réveil est assez dur lorsque la croissance ralentit et que des difficultés de paiement apparaissent. Sans surprise, aucun banquier n'est désireux de prêter de l'argent dans ce scénario. Le besoin en fondement comme expression du rapport de force. Les économistes ont tenté de comprendre la justification théorique du crédit interentreprise représenté par le besoin en fondement. Pour commencer, ils ont constaté qu'il existe certains délais d'exécution technique minimaux. Par exemple, un client doit vérifier que la livraison correspond à sa commande et que la facture est correcte. Un certain temps est également nécessaire pour effectuer effectivement le paiement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la disparité. Différences culturelles dans les pays germaniques. La loi stipule que le titre ne passe pas à l'acheteur tant que le vendeur n'est pas payé. Cela rend les conditions de paiement généreuses beaucoup moins attractives pour l'acheteur, car tant que son fournisseur n'est pas payé, il ne peut pas transformer la matière première. Facteur historique. En France, en Italie et en Espagne, le crédit bancaire a longtemps été restreint. Les entreprises dont les activités n'étaient pas soumises à des restrictions de crédit, bâtiments, exploitation, énergie, ont utilisé leur capacité d'emprunt bancaire pour soutenir les entreprises soumises aux restrictions en leur accordant des délais de paiement généreux. Ajouter les délais de paiement était aussi un moyen de contourner le contrôle des prix dans les pays méditerranéens. Facteur technique. Aux États-Unis, les fournisseurs proposent souvent un crédit commercial en deux parties, où une remise substantielle est offerte pour un paiement relativement rapide, comme une remise de 2% pour un paiement effectué dans les 10 jours. La plupart des acheteurs profitent de cette réduction. Cette décote explique le faible niveau des dettes fournisseurs dans les bilans des groupes américains. En tant que sous-produit, le fait qu'un acheteur ne profite pas de cette remise pourrait constituer un signal très fort et précoce de détresse financière. Par ailleurs, Delaunay et Teach 1999 ont montré que le crédit fournisseur agit comme un amortisseur financier pour les entreprises en difficulté. Pour des raisons commerciales, les fournisseurs se sont obligés de soutenir les entreprises dont leurs garanties de la solidité financière sont insuffisantes ou sont devenues insuffisantes pour emprunter auprès des banques. Les fournisseurs savent qu'ils n'auront pas un contrôle total sur les conditions de paiement. Ils sont devenus banquiers à leur insu et comme les banquiers, ils tentent de limiter les délais de paiement sur la base du backup que représentent les actifs et le capital du client. En conclusion, nous rappelons que le crédit interentreprise est l'une des manifestations les plus visibles du rapport de force entre clients et fournisseurs. La taille du crédit interentreprise est une incitation de la solidité de la position stratégique de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs.
Analyse des dépenses d'investissement CAPEX. Les trois questions suivantes devraient guider votre analyse des investissements de l'entreprise. Quel est l'état de l'usine et de l'équipement de l'entreprise? Quelle est la politique d'investissement de l'entreprise? Quels sont les flux de trésorerie générés par ces investissements? Analyser les capacités de production actuelles de l'entreprise. L'état actuel des immobilisations de l'entreprise est mesuré par le ratio immobilisation nette sur immobilisation brute. Un ratio très faible indique que les installations et les équipements de l'entreprise sont probablement usés, c'est-à-dire peut-être presque totalement amortis. À court terme, l'entreprise sera en mesure de générer des marges solides car les charges d'amortissement seront minimes. Mais ne vous y trompez pas, cette situation ne peut pas durer éternellement. Selon toute vraisemblance, l'entreprise connaîtra bientôt des difficultés car ses coûts de fabrication seront plus élevés que ceux de ses concurrents qui ont modernisé leurs outils de production ou innové. Une telle entreprise perdra bientôt des parts de marché et sa rentabilité diminuera. Si le ratio est proche de 100, les actifs immobilisés de l'entreprise sont relativement neufs et elle pourra probablement réduire ses investissements dans les prochaines années. Analysez la politique d'investissement de l'entreprise. Tout au long du processus de production, les immobilisations sont épuisées. La charge annuelle d'amortissement est censée refléter cette usure. En comparant les dépenses en capital avec les charges d'amortissement, vous pouvez déterminer si l'entreprise élargit sa base industrielle en augmentant sa capacité de production. Dans ce cas, les dépenses en capital sont supérieures aux amortissements car l'entreprise investit plus que simplement pour commencer l'usure annuelle des immobilisations. Maintenir sa base industrielle en remplaçant la capacité de production si nécessaire. Dans ce cas, les dépenses en capital sont approximativement égales à l'amortissement car l'entreprise investit uniquement pour compenser l'usure annuelle des immobilisations. Sous-investissement ou désinvestissement, dépenses d'investissement inférieures à l'amortissement. Cette situation ne peut être que temporaire ou l'avenir de l'entreprise sera en danger, sauf si l'objectif est de liquider l'entreprise. La comparaison des dépenses en capital avec les immobilisations nettes en début de période vous donne une idée de la taille du programme d'investissement par rapport aux installations de production existantes de l'entreprise. Une entreprise qui investit un montant égal à 50% de ses immobilisations nettes existantes, construit de nouvelles installations valant la moitié de ce qu'elle avait en début d'année. Cette stratégie comporte certains risques. Le risque que les conditions économiques se détériorent, le risque que les coûts de production soient difficilement maîtrisables, la productivité se dégrade, risques technologiques, etc. Analyser les flux de trésorerie générés par les investissements. La relation théorique entre les dépenses d'investissement d'une part et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation d'autre part n'est pas simple. Les nouvelles immobilisations sont combinées avec celles déjà inscrites au bilan et ensemble, elles génèrent le flux de trésorerie de la période. Par conséquent, il n'y a pas de lien direct entre le cash flow d'exploitation et les investissements de la période. La comparaison des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avec les dépenses d'investissement n'a de sens que dans le contexte de la rentabilité globale et de l'équilibre dynamique entre les sources et les emplois des fonds. La seule raison d'investir dans des immobilisations est de générer des profits, c'est-à-dire des flux de trésorerie positifs. Tout autre objectif bouleverse la finance. Vous devez donc être très prudent lorsque vous comparez l'évolution des dépenses d'investissement, des flux de trésorerie et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Cette analyse peut être effectuée en examinant le tableau des flux de trésorerie. Toute stratégie d'investissement doit tôt ou tard se traduire par une augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Si ce n'est pas le cas, les investissements ne sont pas suffisamment rentables et l'entreprise se dirige vers des problèmes ou, plus probablement, est déjà en difficulté. Soyez à l'affût des entreprises qui, pour des raisons d'orgueil, surinvestissent grossièrement alors que leur flux de trésorerie
provenant des activités d'exploitation ne croissent pas au même rythme que leurs investissements. La direction a perdu de vue le critère primordial qui est la rentabilité. Tout ce qui précède ne signifie pas que les dépenses d'investissement doivent être financées uniquement par des sources internes. Notre point est simple qu'une bonne politique d'investissement augmente les flux de trésorerie au même rythme que les dépenses d'investissement. Analyser les investissements réalisés par croissance externe. Les entreprises peuvent accroître leur base d'immobilisation soit par des achats purs et simples, croissance interne, soit par l'acquisition d'autres sociétés détenant des immobilisations, croissance externe. Une politique de croissance externe comporte trois principaux risques. Celui de l'intégration des actifs et des hommes, toujours plus facile sur le papier que dans la vraie vie, c'est la première raison pour laquelle tant de fusions échouent à tenir leurs promesses. Celui des changements réguliers du périmètre du groupe, qui complique son analyse et peut cacher de réelles difficultés, celle d'avoir payé en trop pour des sociétés acquises. En procédant à une liste des prix payés, l'analyste externe ne peut détecter les trop perçus que s'il dispose d'informations suffisantes de la part de l'acquéreur. La fréquence d'acquisition d'autres entreprises donne des indices sur la concentration à l'intérieur d'un secteur. Plus ces dernier est élevé, plus le premier est faible. Merci pour votre attention et au revoir.